Alors, bonjour Valérie. J'aimerais aujourd'hui te poser quelques petites questions et tout d'abord commencer par ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de ce qui t'a motivé à aider les expatriés entrepreneurs en France? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation, Virginie. Je suis ravie de faire cette interview, surtout en français, parce que je parle jamais de tout ça en français. Donc, ça va être chouette pour ton audience et aussi pour la mienne qui vont se préparer au français. Donc, mon parcours, donc moi, j'ai fini mes études en Angleterre. J'ai fait une maîtrise de gestion, un MBA, et j'ai travaillé 5 ans en Angleterre. Et ma carrière initiale, c'était dans le marketing. J'étais responsable marketing dans des logiciels pour les grandes entreprises. Et je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, bah, il n'y avait plus du tout. Je suis rentrée en Normandie, il n'y avait pas d'activité. Donc j'ai changé de carrière. Je suis devenue conseillère en création d'entreprise pour un réseau national qui s'appelle BGE. Et en fait, mon rôle en tant que conseillère, c'était d'aider des gens qui avaient envie de créer leur entreprise. On dit créer sa boîte en français. Et donc, mon travail avec eux, c'était de travailler sur comment je transforme cette idée en projet, travailler sur un business plan, travailler sur l'étude financière, rechercher des sous auprès des banques, voir quel type d'entreprise ils devaient créer, et puis voir un peu, qu'ils deviennent un peu familiers avec les chiffres et ce que ça voulait représenter. Et en fait, pendant cette période, donc j'ai fait ça pendant 10 ans, comme je venais en Angleterre, j'avais commencé à écrire quelques articles en anglais sur la création d'entreprise dans des magazines. Donc, il y en a un qui s'appelait Le Rendez-vous, c'était un magazine normand. Et Connexion, c'est un magazine, enfin, c'est un journal national qui existe toujours. Et puis, en fait, je commençais à recevoir des demandes d'informations sur ça. Et puis, nos amis anglophones disaient tout le temps, Tiens, Valérie, c'est fait quoi? J'ai une amie qui veut te parler. Donc, je leur ai dit, écoutez, on va faire un petit atelier au travail. Je vous invite. On va faire un atelier sur comment créer sa boîte, comment créer son entreprise, mais en anglais. How to create your business in France. Et donc, je l'avais mentionné dans un article pas très longtemps à l'avance. Et là, il y a 20 personnes qui sont venues. Certains ont fait 3 heures de route pour un atelier de 2 heures. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue que les gens fassent autant de trajets pour trouver des informations sur la création d'entreprise. Et à la fin, ils étaient soulagés de se dire, enfin, je comprends. Ah, si j'avais su ça avant, je me suis dit, c'est quand même dingue. Donc, j'ai commencé à recycler toutes ces matières, ces informations dans un blog qui s'appelle toujours startbusinessinfluence.com et dont j'ai commencé à écrire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'écris des articles sur les différents types d'entreprises, la réglementation et tout ça pour guider les gens. Et en fait, ça a amené un flux de questions. Ma boîte email a commencé à exploser avec plein de questions. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas répondre 3 heures tous les soirs. Donc, j'ai créé une entreprise, Start Business, in France. Et là, j'ai commencé à faire un blog privé, après des appels, des créations d'entreprises et des formations. Donc, c'est arrivé sur ce que je fais aujourd'hui. Petit à petit, ça, j'ai rajouté au fur et à mesure des services en fonction de ce que me demandaient les gens. Mais vraiment, c'est ça, c'est d'aider les anglophones à créer leur première entreprise en France avec un public super varié. Ça peut être des personnes qui sont arrivées voilà, en deuxième carrière en France, ils ont fait une belle carrière à l'étranger, ils viennent ici pour se poser, changer de vie, mais ils veulent travailler un peu. Ça peut être des gens qui ont acheté une propriété, qui veulent faire des gîtes, des séminaires. Ça peut être des jeunes qui arrivent en famille avec leurs enfants, mais qui ont besoin de travailler pour soutenir leur famille. Donc c'est tout ce public varié. Et puis aussi des étudiants internationaux qui viennent en France, qui étudient, qui ont leur licence et leur master. Et pour eux, c'est logique. Voilà, ils ont cette logique de dire, bah voilà, là, c'est logique que je me lance à mon compte comme consultant en réseaux sociaux, en marketing, en AI. Et donc ces gens-là vont aussi créer leur entreprise. Ok, super. Alors moi, j'ai très peu d'étudiants, mais effectivement, j'ai deux élèves, Linda et Lise, si vous écoutez ce podcast, je vous salue, qui ont des gîtes en France, dans la région Aquitaine, et qui seront très, je pense, très intéressés par cet épisode. Je voudrais juste reprendre quelques mots de vocabulaire que tu as utilisés et qui me semblent intéressants pour les auditeurs. Tu as dit il faut rechercher des sous. C'est un mot que j'ai vu en classe il y a quelques jours, justement, d'une Française qui parlait à une de mes élèves anglaises et elle m'a dit, mais il m'a dit les sous, qu'est-ce que c'est les sous? Les sous, S-O-U-S, c'est l'argent. Bon, on l'utilise un peu dans une forme familière. Dans une forme familière, pour dire argent, on a beaucoup de mots. Je pense à la thune.
l'oseille, le fric, tous ces mots-là veulent dire argent. Ensuite, tu as parlé donc de créer sa boîte. Créer sa boîte, c'est comme tu as dit aussi en anglais, to create a business. Une boîte, à l'origine, c'est a box. Et la boîte, c'est alors aussi une petite a box. C'est aussi un nightclub et c'est aussi une entreprise. Voilà, il y a Et on entend trois souvent, celui-là, on l'entend beaucoup. Je vais créer ma boîte, j'ai créé ma boîte. C'est vraiment très courant. complètement, complètement. Moi-même aussi, d'ailleurs, comme toi, j'ai créé ma boîte Avelingua il y a quelques années. Et puis, il y a aussi un mot que tu as dit et que j'utilise beaucoup, qui est c'est dingue, c'est comme c'est fou, c'est it's crazy. Et on l'utilise beaucoup, voilà. Donc, Vous allez peut-être avoir des expressions, parce que moi j'ai trois adolescents, donc on risque d'avoir des expressions familières. super, très Comment c'est bien. Mais pratique. exactement. Alors, justement, donc tu nous parlais des expatriés. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les expatriés quand ils créent leur business, leur entreprise en France, quand ils montent leur boîte? Et puis, comment toi, tu peux les aider à surmonter ces problèmes? Alors pour les expatriés, je dirais, il y a déjà ceux qui ne sont pas encore arrivés en France. Il y a ceux qui vont peut-être écouter ton podcast pour préparer leur français pour leur déménagement. Si ce sont des Européens, voilà, ça c'est facile, on a juste à traverser la frontière et on peut créer son entreprise. Par contre, quand on vient d'un pays hors de l'Europe, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, tout ça, eh ben, il faut commencer par demander un visa qui permette de créer son entreprise. Donc pour ceux qui écoutent, qui sont hors de l'Europe, c'est vraiment faites attention, choisissez le bon visa pour créer votre entreprise. Ne venez pas surtout avec un visa de touriste, like, visit visa. Parce que avec cela, on ne peut pas créer une entreprise. Donc, c'est prendre le temps de choisir une carte de séjour ou un visa qui permettra de créer sa boîte. Et ça s'appelle un visa profession libérale. En Angleterre, ça s'appelle une carte de séjour entrepreneur profession libérale ou ça peut être un visa talent. Donc, et là, ça veut dire qu'il va falloir du temps, il va falloir prévoir au moins 3 4 mois pour préparer son projet. On va faire un business plan, on va faire une étude financière, on va prouver qu'on est en capacité de vivre en France et générer de l'argent et on va faire cette demande auprès du ministère de l'Intérieur pour la France pour pouvoir venir. Pour ceux, donc voilà, c'est la grosse étape qui déjà ralentit beaucoup de personnes et je pense aux Britanniques qui écoutent ton podcast. Voilà, ne partez pas trop vite en disant je viens en France en tant que visiteur parce que ce visa, malheureusement, on ne peut rien faire avec. Il faut le renouveler au moins une fois en France avant de pouvoir changer et c'est très dur, donc on perd facilement 1 an et demi à 2 ans. Donc il vaut mieux prendre quelques mois en Angleterre pour travailler son projet et ensuite venir en France. Donc tous ceux qui pensent avoir des projets autour de propriétés, de gîtes, de manoirs, de châteaux, achetez votre maison, faites votre demande de visa et ensuite vous déménagez. Pour ceux qui sont en France, donc les difficultés ou les challenges sont un peu différents, c'est de se dire, OK, j'ai mon idée, est-ce que cette idée en France, cette activité, est-ce qu'elle est réglementée? Est-ce que je dois faire attention à des choses que je vais devoir demander? Par exemple, si j'ouvre un café ou un tea shop, je vais peut-être devoir avoir besoin d'une licence pour vendre de l'alcool. Je vais peut-être avoir une demande d'autorisation à la mairie pour avoir une terrasse. Si je suis artisan, j'ai une activité manuelle, je vais devoir prouver ma formation, mon expérience. Donc faire attention à ça, parce que c'est très important sur la façon dont on va créer l'entreprise. On va devoir justifier, fournir des documents. Et ensuite, c'est se dire, OK, j'ai peut-être cette activité à court terme, mais je ne peux pas en avoir 50. Des fois, on a une, deux, trois, quatre. Laquelle va vraiment me générer un revenu régulier? Laquelle je pense faire à long terme? Celle qui, on dirait en français, tu peux expliquer tout à l'heure, celle qui me botte, celle qui me fait vraiment plaisir, celle qui me fait kiffer. Je sais que je le ferai toujours dans 2 3 ans. Je suis très motivée. Et on va vraiment essayer de créer cette entreprise qui va générer plus de revenus. Parce qu'on peut pas, hein, la France n'est pas super flexible. Si je m'inscris pour une activité, ça peut être compliqué de changer après. Et ensuite, c'est de se dire, quel type d'entreprise je vais créer? Parfois, alors surtout plus pour les Américains, ils vont avoir tendance à dire, il faut absolument que je fasse une société pour protéger mes biens, c'est plus stable. Et en fait, ça peut être très complexe quand on bouge dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les systèmes de taxes, et ça peut être très complexe. Donc, mon motto à moi, c'est de commencer simple et ensuite de monter en grade.
Donc, en général, on va plutôt partir avec ce qu'on appelle une micro-entreprise. Vous avez peut-être entendu parler micro-entreprise, auto-entreprise. C'est l'entreprise la plus simple en France à créer et gérer. Moi, je conseille de partir plutôt sur ça, mais de prendre un temps pour se dire, OK, par rapport à ce que je veux faire, qu'est-ce qui serait le plus simple, qu'est-ce qui me convient mieux, et enfin de comprendre comment vont fonctionner les taxes dans votre entreprise. Parler à un conseiller, à un comptable, pour comprendre comment sont calculées vos taxes pour ne pas avoir de surprise. Parce que quand on entend des histoires d'horreur en France, c'est que les gens n'ont pas compris comment ont été calculées leurs taxes. Et parfois, quand on part sur une société, si on n'a pas compris et qu'on n'a pas économisé, on peut se retrouver avec des grosses factures dues à l'URSSAF. Donc pour moi, c'est pour ça que je conseille la micro-entreprise, parce qu'avec ce système, c'est ce qu'on appelle, en anglais c'est plus simple, c'est pay as you earn. En fait, vous n'allez payer des taxes que quand vous allez encaisser du chiffre d'affaires, vous allez encaisser des ventes. Donc ça, c'est chouette parce qu'on sait le pourcentage exact par rapport à l'activité et on n'a jamais de surprise. Moi, je conseille de faire ça au moins 1 an ou 2 ans. Il y a des gens qui font ça pendant 10 ans, on n'est pas obligé de changer, hein. Donc, au moins, on sait, OK, je sais combien de taxes je vais payer, je sais si c'est au mois ou si c'est au trimestre. J'ai mis de côté, donc j'ai pas de surprise. Quand on part sur une société, je le conseille qu'aux gens qui ont une activité indépendante à l'étranger, qui ont déjà une UK Limited ou une LLC aux États-Unis, donc qui ont l'habitude de gérer leur entreprise, de mettre des sous de côté, mais pareil, encore des sous, mais pareil, de parler avec un comptable ou avec un conseiller comme moi pour dire, voilà comment ça fonctionne, grossièrement, sachez qu'il faut mettre ça de côté. Et puis je dirais que le challenge, c'est une fois qu'on est en place, voilà, on crée l'entreprise, on prend quelque chose de simple, surtout si on a un visa, une carte de séjour à renouveler. Comment c'est simple? Parce que par exemple, quand on a un visa profession libérale, la micro-entreprise, ça va vous permettre de renouveler facilement votre visa parce que dans un an, vous allez prouver que vous avez créé votre entreprise, déclaré du chiffre d'affaires, payé des taxes, obtenu une couverture santé et ça coche beaucoup de cases qui permettent de renouveler le visa facilement. Une fois en activité, le dernier challenge, c'est de se dire, bon, OK, j'y suis, ça y est. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est d'apprendre à gérer votre entreprise vous-même. Ne comptez pas seulement sur un comptable. Déjà, en micro-entrepreneur, on n'a pas besoin de comptable, mais c'est se dire comment je fais une facture? Qu'est-ce que je mets sur cette facture? Euh, quel compte en ligne je dois créer? Est-ce que je dois créer un compte? Je dois créer un compte avec l'URSSAF, avec les impôts, avec ma couverture santé? Quand est-ce que je vais devoir déclarer ces choses et qu'est-ce que je dois tenir comme comptabilité? Donc, qu'est-ce que je dois tenir comme chiffre? Si jamais j'ai un contrôle, qu'est-ce que je dois pouvoir fournir comme document aux impôts ou à l'URSSAF pour prouver mon activité? Donc, c'est apprendre. Moi, je vous conseille fortement d'apprendre à le faire vous-même. C'est pas si compliqué, surtout en micro-entrepreneur. Et c'est important parce que vous devez contrôler ce que vous faites pour avoir cette indépendance et vivre plus paisiblement. Parce que quand on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce qu'on doit, il y a une certaine incertitude et un certain stress qui reste. Alors qu'en fait, en micro-entrepreneur, c'est assez facile. J'ai aussi un cours qui s'appelle Manage your micro-entrepreneur, où justement j'apprends en groupe comment faire une facture, comment créer son compte en ligne, comment je déclare, comment je fais ma déclaration d'impôt sur le revenu, comment je passe à la TVA. Ce genre de choses. Et on a un groupe, tous les mois, on se retrouve et chacun pose ses questions pour dire, ah, je suis coincé sur ça, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, avoir ce soutien, ça permet de se sentir plus à l'aise parce qu'on sait que pendant un an, on peut poser des questions simples qui ont l'air compliquées, mais qui ne le sont pas forcément et que d'autres personnes peuvent avoir. Donc, les challenges, c'est plutôt avant de quitter son pays, avoir le bon visa, au moment de créer l'entreprise, ne pas aller trop vite, bien définir la bonne activité, choisir une structure simple. Et une fois qu'on est activité, c'est apprendre à gérer les bases de son entreprise pour savoir grossièrement où on en est en termes de chiffres. Mais oui, parce que c'est vrai que ce que tu dis sur la communauté que tu as, ça, je trouve ça intéressant parce on peut passer des mois entiers à chercher des informations sur Google et puis à ne rien comprendre. Parce qu'en fait, le système, même si le système de micro-entreprise est simple, moi, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai pu bloquer. Et du coup, j'imagine que pour un étranger, ça doit être très, très compliqué de Ouais, chercher l'info. Donc, c'est ça. On va passer 2 3 heures facilement sur Internet à trouver des informations.
Déjà, il y en a peu en anglais, donc ça va être en français. Et quand on regarde les textes de loi français, c'est écrit comme du français de 1901. C'est vraiment, on se croirait en 1900, le français, et surtout les impôts, les services publics, c'est un français très archaïque et très lourd, très formel, qui est très difficile à comprendre. Donc, par exemple, moi, dans les appels que je fais, j'ai un service qui s'appelle The Power Hour. Et en fait, c'est l'idée qu'en 1 heure, on va répondre à toutes les questions que les personnes ont listées sur un bout de feuille. Il y a plusieurs thématiques. Ça peut être par exemple quelqu'un qui veut venir en France et fait un premier debrief sur qu'est-ce que ça pourrait être cette activité en France. Ça peut être quelqu'un sur le point de créer qui veut vérifier, voilà, est-ce que c'est bien cette structure-là? Est-ce qu'on a une activité réglementée? C'est quoi les taxes? Et c'est aussi les gens, alors moi j'appelle ça le health check, le petit point santé. C'est des gens qui sont déjà micro-entrepreneurs, mais qui arrivent à un palier en se disant, ah mince, là, je crois que je vais passer à la TVA ou je crois que je vais devoir changer de structure, je suis coincé, je ne sais pas quoi faire. Et donc pour cela, pareil, bon, je vais expliquer simplement les règles de TVA, quand est-ce qu'on change de régime, c'est quoi les régimes, et puis qu'est-ce que ça va changer dans leur activité, sur leur facture, est-ce qu'ils vont devoir faire en plus. Et le fait, moi, ma vision des choses, c'est vraiment d'expliquer les choses simplement. Moi, quand j'ai démarré ma première entreprise, quand je suis revenue d'Angleterre, je suis allée chercher cette information et je sens bien ce que peuvent ressentir les expatriés. C'est que des fois, on parle à des gens qui parlent à un niveau largement au-dessus ou qui utilisent des mots qu'on ne comprend pas. Et parfois aussi, on peut ne pas utiliser le même mot. On pense qu'on parle de la même chose et c'est pas la même chose. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui va expliquer simplement. Je dis toujours, il n'y a pas de question bête. Si vous l'avez, cette question, c'est que d'autres l'ont. Donc, expliquez simplement pour que vous, ça vous parle et que vous sachiez l'appliquer. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc, Power Hour, tu l'appelles, c'est Ah ça? ouais, ah ouais, ouais. Ok, donc C'est pendant pas une facile heure, à dire pour les Français. Power Hour, hein, tu vois, oui. Un peu compliqué. Et du coup, pendant une heure, tu vas expliquer en anglais, bien sûr, enfin, répondre à toutes les questions qu'une personne se pose sur ben, tout ce qui est autour de l'entreprise, la micro-entreprise, comment faire pour s'inscrire, passer au niveau supérieur, etc. Je trouve que c'est une super idée parce que c'est simple, efficace. Ouais, c'est sympa. En général, les gens sont soulagés à la fin. Donc, j'ai mis en fait, les gens sur mon site web peuvent les réserver. J'ai mis quelques thématiques pour me donner une idée de est-ce qu'ils veulent parler d'une inscription comme artiste, que c'est une création d'entreprise, est-ce que c'est un visa, est-ce que c'est plutôt le health check. Et eux commencent à lister des questions, ils se disent ah, jamais on va couvrir. Et en général, à 30-40 minutes, on a tout couvert. Parce que pour eux, c'est un point de blocage, mais dans leur activité, c'est quelque chose d'irrégulier qui arrive à tous les autres. Donc ce sont des choses assez simples. Et en général, en fin d'heure, s'il y a vraiment des changements importants, par exemple, ils vont passer dans une société, là, je vais les renvoyer vers un partenaire comptable qui parle couramment anglais pour pouvoir expliquer les choses. Je pense que c'est important parce que principalement, parfois, il y a quelques mots de vocabulaire qui ne correspondent pas bien du tout dans le terme de l'entreprise. Par exemple, en français, on parle de chiffre d'affaires, des ventes, et aux États-Unis, on parle de revenue. Et pour nous, en français, le revenu, c'est ce qu'on a sorti de l'entreprise à la fin, et donc c'est après les taxes. Alors que pour les Américains, revenu, c'est en tout démarrage, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Et ça change complètement quand vous calculez vos taxes, si vous ne parlez pas des mêmes mots, ce sera faux. Donc, quand vous parlez de votre activité en France, faites bien attention, parlez du chiffre d'affaires, parlez des ventes et évitez, moi je dis évitez le mot revenu parce que votre comptable, il a compris autre chose. Vous croyez que vous avez compris et les règles qu'il vous a dites vont être faussées parce que vous n'utilisez pas la même base. Vous parlez des ventes, le chiffre d'affaires ou ce qu'on appelle le bénéfice, le profit, ce qui reste au bout de compte. Mais le revenu, c'est un mot pour moi à supprimer du vocabulaire. Super intéressant, super. Et tu parlais, je reviens juste sur l'idée qui me botte dont tu as parlé tout à l'heure. Quand on dit c'est une idée qui me botte, ça veut dire, comme tu as dit d'ailleurs, c'est une idée qui m'intéresse ou qui me booste aussi, on peut dire, Ouais. que j'ai envie de faire. Très bien. Et tu as parlé aussi du mot artisan. Artisan, je crois que c'est craftsman. Je ne me trompe pas. Ouais, alors en français, ça c'est un sujet super important, en fait, surtout quand vous allez être à l'étape de créer votre entreprise. On a 3 catégories d'activités en France. Il faut absolument que vous sachiez dans laquelle vous allez être, parce qu'en fait, ça va avoir un impact derrière sur
l'organisme dans lequel vous dépendez, l'organisme avec qui vous êtes inscrit, et ça a aussi un impact sur vos charges sociales et sur vos bases de taxes. Donc, les trois activités, c'est ce qu'on appelle l'activité commerciale ou commerçant. Et donc celle-ci, c'est quand j'ai une activité, je vais acheter, revendre, je vais avoir un magasin, je vais être traiteur, je vais avoir un gîte. Donc ça, c'est activité commerciale ou une agence de communication. C'est l'activité commerciale. Et derrière, quand vous vous inscrivez, c'est la chambre de commerce et le greffe du tribunal. C'est super important parce qu'en fait, commerçant, quand vous en êtes à l'étape d'inscrire votre entreprise, dès qu'ils voient ça, c'est drapeau rouge, red flag, il y a plein de documents à fournir. On en parlera tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de documents, donc il faut le savoir. Deuxième activité, c'est artisan ou activité artisanale. Donc, c'est oui, c'est craftsman, c'est quand j'ai une activité qui est faite à partir. Je me sers de mes mains pour travailler. Je suis, euh, je suis maçon, builder, je suis charpentier, pardon, charpentier, carpenter. Mais c'est aussi, je fais des services de nettoyage sur des bateaux ou des yachts ou dans des gîtes. J'ai un service de conciergerie. Je fabrique des bijoux, je me sers de mes mains, donc c'est artisan. Et là, derrière, c'est la chambre des métiers. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle les professions libérales ou activités libérales. Et ça, c'est toutes les activités qu'on appelle intellectuelles en France. C'est du service, on ne peut pas toucher la prestation. Je suis professeur de langue, professeur de maths, je suis coach, consultant, programmeur. Voilà, on appelle ça une profession libérale. Celles-ci, c'est les plus simples à créer en France, c'est les plus simples. Avec un passeport ou un visa, demain ou après-demain, on a le numéro de son entreprise. C'est super simple, on n'a besoin de rien trouver. Mais artisan ou commerçant, quand on s'inscrit, il va falloir prouver votre adresse. Si vous louez, il va falloir l'autorisation de votre propriétaire. Si vous êtes marié, il va falloir avoir un papier signé par votre conjoint pour confirmer qu'il est au courant, il ou elle est au courant. Donc il y a plein de documents et à l'étape de la création, il faudra avoir ça, sinon ça bloquera. Super intéressant, tu vois, même moi je ne le savais pas alors que bah, je suis considérée comme libérale. Donc en Oui, tu es fait, profession j'entre libérale. dans la case la plus simple, la plus facile. Exactement, la plus facile à créer. Par exemple, cette semaine, j'ai un monsieur, il vient du Mexique. Il a un visa talent et il crée une agence de promotion du tourisme au Mexique. Il était super pressé. Il m'a envoyé son visa. Le lendemain, il avait son numéro d'entreprise. Et pour ceux qui ne savent pas, donc je t'enverrai peut-être un lien. J'ai un petit guide qui s'appelle 100 Business Ideas, donc 100 idées pour créer son entreprise en France. Et ça donne plein d'idées de projets que vous pouvez faire, parce qu'on ne sait pas forcément quoi. Et ça indique justement si vous êtes commerçant, artisan ou profession libérale. Donc ça règle les deux ensemble. Et ça peut vous donner des pistes aussi d'activités. Parce que des fois, on se dit, bah non, je ne vois pas qu'à faire. Et en creusant, on se dit, ah bah oui, je suis super douée au yoga, j'ai été formée aux États-Unis, où en fait, je suis passionnée par le vin, je pourrais faire œnologue. Voilà. Donc ça s'appelle 100 Business Idea. Super, on va le mettre en description de cet épisode de podcast, le guide. Et du coup, ben, est-ce que tu peux nous donner des exemples de succès ou des anecdotes d'expatriés que tu as pu aider dans leur parcours entrepreneurial en France? Ouais, alors je vous ai pris deux, trois exemples. Je ne peux pas forcément dire le nom exact de la personne, mais il y a des... Le message que je voulais faire passer à tes auditeurs, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle va suivre votre vie, elle va suivre votre style de vie. Et en fait, il y a des moments où vous allez beaucoup travailler et d'autres moins. Vous pouvez choisir d'être à temps plein ou à temps partiel. Et ça peut impacter l'entreprise que vous avez. Donc, le premier, c'est Georgina. Donc, Georgina, on se parle régulièrement depuis 10 ans. Je l'aide, elle revient 3 ans plus tard, elle revient 4 ans plus tard. Donc, elle venait de Nouvelle-Zélande. Donc, elle avait un visa profession libérale. Et elle s'est installée près de la frontière suisse parce que sa femme travaillait en Suisse dans le domaine bancaire. Et donc, quand elle est arrivée, on est parti sur le principe de on démarre simplement. Elle a créé une micro-entreprise comme designer. En fait, elle fait des activités créatives, de sites web, de design pour les entreprises. Et puis, 2, 3 ans plus tard, elle est revenue en disant, Valérie, j'ai beaucoup de travail, là, ça dépasse la micro-entreprise, c'est pas possible, c'est trop petit pour moi. Donc, elle a créé une société, elle est partie sur une SASU, donc c'est une société française. Donc, elle a créé sa SASU.
Et puis 4 ans plus tard, elle revient en disant, là, je veux ralentir, ma femme va partir en pré-retraite, elle quitte son travail en Suisse, donc je veux être disponible, qu'on fasse plus de choses ensemble, je veux repartir en micro-entrepreneur. Ah Donc ouais. elle a fermé sa SASU, elle a recréé le micro, mais dans son objectif de dire, voilà, maintenant je vais travailler, mais ça va être 2, 3 jours par semaine. Donc vraiment, on peut fluctuer son activité et changer de structure, mais ça se prévoit à l'avance. C'est faisable, mais ça se prévoit à l'avance. Et son dernier projet, bah, sa femme qui s'est mise en retraite, en fait en pré-retraite, a aussi un projet d'entreprise. Elle va faire un bike repair café, donc un café où en fait on va aussi réparer son vélo. Donc elle travaille sur ce projet-là ensemble. Donc je trouve ça intéressant de voir que le projet, l'entreprise peut changer. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la structure que vous avez. Le deuxième exemple, alors là, c'est un jeune que j'ai rencontré au début d'année qui s'appelle Liam. Et en fait, donc j'ai parlé à Liam et son papa, donc un jeune de 17 ans qui était en première, donc il se préparait pour son bac de français. Et en fait, avec son père m'a appelé en me disant, bah, en fait, je suis paniquée parce que je me suis rendu compte que mon fils, alors ce serait un mot que tu pourrais expliquer, qui bidouillait, qui faisait des choses dans sa chambre, a en fait une activité d'entreprise où il édite des vidéos pour des entreprises aux États-Unis. Et je pensais que c'était un petit truc. Et en fait, il a fait énormément de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on déclare? Et donc, on a fait cet appel et en fait, bah, Liam n'avait pas besoin d'argent parce qu'il était en première. Il va faire ses études supérieures après. Et donc, on est parti sur une SAS, pardon. Comme il n'est pas majeur, il a besoin de l'autorisation de son père, de ses parents pour créer sa société. Donc, il a créé sa société avec ses parents, en sachant que son père partira plus tard, mais il a eu besoin de l'accord de son père et de sa mère Hmm. parce qu'il n'est pas majeur, il n'a pas 18 ans. Et en fait, quand je lui ai parlé, je trouvais ça super chouette parce que c'était un jeune de 17 ans, mais qui a vraiment l'esprit entrepreneur. C'était super clair. Il avait un business model en tête en disant, voilà, j'en suis là, là, je veux développer. Il fait des vidéos, il édite des vidéos pour des secteurs immobiliers aux États-Unis. Il dit, là, je fais moi, mais maintenant, je vais commencer à sous-traiter. C'est d'autres personnes qui feront les vidéos. Moi, je vais chercher les clients. Je dis, ah, waouh, ça, c'est quelqu'un qui, on dit, qui tient la route. Wow. C'est un jeune Wow. autodidacte, il est jeune, mais il a une vision très claire de ce qu'il veut faire. Donc on dit, OK, société, c'est bien pour déduire ses charges. Et puis au moins, ça n'impactera pas ses parents, parce qu'en fait, un jeune qui travaille est sur la déclaration d'impôt de ses parents, et ses parents auraient pu avoir des problèmes avec les impôts parce que ce n'était pas déclaré, et puis une grosse taxe. Donc on a travaillé avec un comptable pour qu'il déclare ce qui a été fait avant, pour que ce soit propre. Et voilà, là, c'est réglé, mais ça m'a fait vraiment plaisir de voir un jeune qui était déjà à fond dans son activité. Ça, c'est pas mal. Et le troisième exemple, c'était, donc là, c'est une dame américaine, Anna, qui est venue en France. Elle est venue en tant que coach. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des activités de coach. Ça marche très bien pour les visas, les cartes de séjour. Et surtout qu'on peut avoir des clients n'importe où dans le monde. Voilà, ça n'a pas d'importance. Et donc, elle est venue avec sa famille en France, dans le sud-ouest. Et elle a lancé avec son mari une chaîne YouTube pour parler de leur activité, mais la chaîne a explosé. En 1 an et demi, on est vu, pas possible. Et en fait, l'activité doit changer parce que ça, c'est une source de revenus complémentaires. Donc, c'est comment quels revenus on peut ajouter, comment on les ajoute, est-ce qu'on crée une société, est-ce qu'on reste comme ça. Donc, parfois, vous créez quelque chose qui peut partir très vite, et c'est le cas des gens qui font, des fois, des gens sur Instagram ou sur YouTube, qui parfois déjà ont une activité ne se rendent pas compte qu'il faut le déclarer en France. Donc, ça, c'est un message à faire passer. Si vous avez une chaîne YouTube, que vous avez des sponsors, vous faites du coaching, il faut déclarer en France parce que vous vivez en France, c'est super important. Si vous avez un visa, vous risquez d'avoir des soucis, il faut faire très attention. Et voilà, des activités peuvent partir très vite. Et après, il y a beaucoup d'activités de gens qui ont des châteaux, où ils font faire des séjours à thématiques. Donc ça, c'est vraiment une super activité pour des gens qui ont des manoirs, des châteaux, des grandes fermes, des grands corps de ferme d'avoir le gîte et Airbnb en haute saison, mais en basse saison, d'avoir des séjours de thématiques, ou les retreats, où ça peut être séjour yoga, séjour de cuisine, lié à votre passion. Votre passion, c'est l'art, c'est les brocantes, impeccable. On va faire séjour brocante, les gens adorent. Donc ça, il y en a pas mal aussi. Hmm. J'ai une élève, mon élève Rebecca, qui a un château et effectivement, sa principale source d'activité, c'est le qui se passe l'été en fait, entre mai et septembre et le reste de l'année. Bon, c'est la période creuse, comme on dit.
Et du coup, oui, ça peut être Les intéressant châteaux, d'avoir une activité ouais, annexe. ça se passe super bien. Par exemple, moi j'ai fait une interview sur Manor and Maker. C'est un couple de Canadiens qui ont acheté un château en Dordogne. Et en fait, ils font des retraites artistiques. Alors, eux, ils font pas de B&B gîte, c'est vraiment des retraites artistiques. Donc, ils mettent ils ont pris un château où il y avait pas mal de chambres, des pièces où on pouvait faire des ateliers. Et donc, les gens viennent, ils vont accueillir un artiste qui va venir avec ses élèves. Et donc, un artiste va travailler sur... Ça peut être des gens qui vont faire de la peinture, ça peut être des gens qui vont faire des choses manuelles, ça peut être des gens qui vont faire de l'art. Et moi, je vois beaucoup plus de châteaux comme ça. Il y a aussi un château qui s'appelle Château d'Orquevaux où ils font des retraites de jeunes artistes qui viennent. Et en fait, les châteaux, souvent, on a beaucoup de pièces. Et donc, c'est impeccable parce qu'on a les pièces pour dormir, mais on a aussi des pièces, un atelier artistique où les gens viennent, ils ont un séjour, mais ils vont travailler et ils vont dîner ensemble. Et c'est chouette parce qu'en fait, ces châteaux avaient cette fonction-là avant, d'être un lieu artistique ou avec beaucoup de vie. Et c'est vraiment, ça fait vraiment des beaux projets. Et ça permet de repartager aussi un château avec les gens locaux, de partager parfois les châteaux, ils sont souvent en titre privé, les gens locaux ne les visitent pas. Et là, par exemple, Manor and Maker, ils font les journées du patrimoine, ils font venir les gens, donc les gens en profitent, ça c'est chouette. Ah, c'est génial, c'est d'avoir plusieurs activités comme ça, c'est vraiment très chouette. Et du coup, tu parlais tout à l'heure donc de cette heure-là, cette power hour où on peut te poser toutes les questions. Et tu as parlé aussi d'une communauté dans laquelle vous vous retrouvez chaque mois pour poser vos questions. Ça consiste en quoi? Comment est-ce qu'on peut accéder à cette communauté? Alors, donc il y a la partie vraiment voilà, où c'est les appels, le Power Hour. J'ai aussi un forum privé pour les gens qui veulent juste poser des questions de ci, de là. Et c'est un abonnement à l'année où ils peuvent poser leurs questions quand ils le souhaitent, sans forcément avoir besoin d'une heure. Donc ça, c'est le forum. Et à côté de ça, donc j'ai deux cours. Alors, il y en a un, c'est un cours du coaching, c'est un cours préenregistré qui s'appelle My French Business. Donc, c'est pour les gens qui sont en dehors de l'Europe et qui. My French Business Visa, pour les gens qui veulent venir en France, mais qui vont devoir demander un visa ou une carte de séjour pour leur entreprise. Il y a un cours qui est préenregistré pour l'expliquer, les activités, comment on fait un business plan, l'étude financière, demander son visa en ligne. Et avec ça, à côté de ça, on a du coaching avec moi. Voilà, tous les 15 jours, on va se parler, on va échanger, ils vont me montrer ce qu'ils ont fait, je vais donner mon feedback sur le business plan, etc., l'aspect légal. Donc ça, c'est de l'individuel. Et l'autre cours, c'est Manage Your Micro Entrepreneur. Donc là, c'est pour les gens qui ont créé leur micro-entreprise et qui veulent être accompagnés pour bien la gérer. Donc pareil, le cours est préenregistré, il y a comment lire les premiers documents qu'on va recevoir, créer ces documents, comment créer ses comptes en ligne avec l'URSSAF, les impôts, la mairie, la retraite, la formation. Comment faire sa première déclaration de chiffre d'affaires, en ligne ou par papier? Comment faire sa déclaration d'impôt sur le nom? Donc le comment, voilà, ils ont qu'à regarder la vidéo, un écran là, un écran à côté, ils font la même chose. Et pour les gens qui adhèrent, donc c'est une adhésion pendant un an, on vient quand on le souhaite, on peut adhérer à n'importe quel moment. Une fois par mois, on fait un point ensemble. Et donc s'il y a des actualités qui peuvent les impacter, je vais présenter sur ça. Par exemple, là, en fin d'année, il y a la loi de finances qui peut impacter sur les chiffres d'affaires, la TVA, des choses comme ça. Donc, quand ça va changer, je vais leur présenter pour qu'ils sachent ce qui va arriver. Et autrement, c'est chacun, ceux qui ont des questions viennent le jour J. On présente tout en groupe et puis on pose ces questions. Des gens qui ne peuvent pas venir vont m'envoyer leurs documents s'ils veulent que je les couvre. Donc, je vais cacher leur info personnelle et par contre, on va traiter en disant, OK, la problématique ici, c'est ça, ça, ça. Et souvent, il y a des étudiants qui viennent mais juste pour écouter les questions des autres parce qu'ils disent, ah oui, mince, moi aussi, ah, j'avais pas Ah pensé. ouais, c'est ça, Et ça ils peuvent, résonne. voilà, ça résonne, ou ils peuvent s'échanger des conseils en disant, ah tiens, moi j'ai telle banque, j'arrive pas à ouvrir mon compte, vous utilisez quoi pour votre logiciel? Donc voilà, les logiciels comptables, moi j'en monte dans le cours, mais c'est bien d'avoir le retour d'autres personnes pour voir ce qui marche bien pour eux. Donc Ouais. ça, micro-entrepreneur, manage your micro-entrepreneur, on rentre quand on veut tout au long de l'année. Je préfère plutôt faire des lancements, je préfère on rentre au fur et à mesure. On sait qu'on a un an pour poser toutes les questions. Et en un an, on a tout le cycle de vie d'une entreprise. Parce qu'en un an, on a les premiers mois où on fait ses premiers papiers, sa première déclaration. Passé un Ouais. moment où on a la déclaration d'impôt, on doit forcément le faire. Un autre moment, on a la TVA. Donc quand on a fait un an entier, là, on se sent vraiment à l'aise. Passé 6 mois, on est déjà bien rodé. C'est plus des questions techniques qu'on veut trouver, auxquelles on veut trouver les réponses. Super, super.
Ah bah c'est très intéressant en tout cas pour moi parce que j'ai souvent plein de questions des élèves et moi je trouve quand même que l'administration française elle est complexe et je te tire mon chapeau Valérie de d'être capable d'expliquer le fonctionnement du système à des étrangers parce que c'est quelque chose qui oui que je avec lequel j'aurais beaucoup de difficultés et qui est très compliqué je Ouais, trouve qu'on fait les ouais, choses de c'est vrai. manière très C'est complexe en compliqué. Le France. principal, c'est de se dire que on va pas tout faire en une seule fois. L'administration française, c'est comme ça. Il va falloir Ouais, faire plein de choses. On fait petit, c'est un millefeuille, donc on fait petit à petit. Et on est obligé de suivre ces règles, donc c'est comme ça. Et surtout quand c'est la première fois qu'on vient dans un pays, vu qu'on est connu de personne, on doit prouver son identité, on doit prouver plein de choses, et ça fait beaucoup de paperasse. ouais. Donc, ne vous mettez pas la pression, ce ne sera pas fait en 15 jours, c'est normal. Beaucoup de personnes viennent en France en disant, moi, ce qui me plaît en France, c'est le style de vie parce que c'est plus lent, on a un équilibre de vie. Mais le côté négatif, c'est que c'est pareil pour l'administration, Et c'est plus super lent lent. aussi dans Ce l'administration. sera super frustrant, il faut juste l'accepter. Il faut juste l'accepter parce que si vous dites non, mais c'est pas normal, je vais changer, il faut que ce soit fait comme ça, vous allez, ça va vous stresser plus qu'autre chose. Il faut se dire, voilà, c'est comme ça, je vais faire petit à petit. On peut toujours régler quelque chose, c'est juste que ça prend du temps. On n'ouvre pas un compte bancaire comme ça, on n'a pas sa carte santé comme ça prend du temps et c'est normal. Pour les Français, c'est pareil. La carte vitale. Oh là là, j'ai eu des élèves qui l'ont attendue pendant presque 2 ans, je crois. Alors, la carte Euh, vitale pour un entrepreneur, il faut savoir que pour une nouvelle personne, c'est 3 4 mois et c'est normal. Pareil, ça, D'accord. c'est que pour beaucoup de personnes, c'est super stressant de se dire, je n'ai pas ma carte. Oui. Le principal, c'est d'avoir votre numéro d'entreprise. La carte vitale, elle arrive au bout de 3 4 mois parce qu'en fait, il y a tout un système où on doit valider votre identité. Et tout ça, c'est fait par courrier, c'est pas fait en ligne. Donc 3 4 mois, c'est normal. Passé 6 mois, il y a un souci, là, il faut aller voir son bureau CPAM à côté de chez soi avec ses papiers. Ouais. Ouais, super. On va pas Merci rester sur beaucoup une pour, note négative. oui, bah oui, mais qui est bon bah qui est réel. Mais comme tu le dis, j'aime bien aussi ta philosophie. Bah ici, tout est plus lent dans la vie quotidienne, mais aussi bah, dans la vie administrative et il faut l'accepter comme tu le dis, hein. Voilà, Donc c'est comme ça, c'est la vie, il faut juste faire avec. Il faut faire avec, il c'est faut être ça, patient. Voilà, il faut être patient avec soi. c'est ça, la Concentrez-vous sur patience. l'activité. Voilà. Exactement. Super. Écoute, Valérie, je serais vraiment très heureuse de te reproposer un nouvel épisode de podcast si certaines personnes, si certains auditeurs ont des questions particulières à te poser. Et j'ai une autre petite question. Est-ce que tu aurais une idée de qui je devrais inviter sur ce podcast? Ouais, donc je vais te renvoyer vers Patricia Brooks. Donc, Patricia Brooks est américaine. Elle a déménagé en France maintenant, je crois, il y a au moins 3 4 ans. Et elle est coach, elle accompagne les femmes qui veulent aller vivre à l'étranger et vivre de leur activité. Et je trouve qu'elle est très très forte sur trouver ses motivations, avoir sa vision, concrétiser son projet. C'est super intéressant. Elle a écrit plusieurs livres et elle est aussi très bien intégrée. Je pense que tu pourrais sans doute faire l'interview en français parce elle a aussi appris le français. Mais elle est inspirante pour les personnes qui ont envie de créer leur entreprise, mais voilà, ils ne savent pas forcément exactement ce serait quoi, qu'est-ce qui me fait vraiment envie, ou comment je passe ce cap de j'ai envie de vivre en France, mais ça me paraît irréalisable. Comment je fais pour passer à vivre à l'étranger? Et elle a vécu aussi, donc ça, c'est intéressant d'avoir à la fois sa vision de coach et sa vision d'expat qui s'est intégré, qui a créé son entreprise et qui en vit très bien. Génial, super, parfait, merci beaucoup. Et du coup, bah Valérie, on va donc mettre en description du podcast le lien pour obtenir ton guide et puis ton Instagram. Un autre, peut-être ton site internet, peut-être qu'on peut Oui, le donc donner le en site direct. internet, voilà, storebusinessinfrance.com. Et autrement, voilà, Instagram ou LinkedIn, Valérie Aston, Ok, super. c'est le plus Merci simple. beaucoup Valérie Merci. pour ton temps. Merci, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je te C'est souhaite un une... grand plaisir d'être avec vous et puis pour partager cette expérience. Pour moi, une première, hein, l'interview en français. Bravo à vous si vous avez écouté jusqu'au bout.
Alors oui, c'est ce qu'on disait en fait avant d'enregistrer le podcast. On a discuté un petit peu avec Valérie qui me disait, attention Virginie, je parle super vite en français. Et c'est vrai que tu as Un grand un débit. débit rapide, mais de toute façon sur le podcast, on peut ralentir aussi le débit Ah, si on le souhaite. Je crois que c'est sur Apple Podcast qu'on peut ralentir le débit. Et puis dans tous les cas, moi, sur mon site internet avelingua.com, on retrouve toujours la transcription en français et en dessous la transcription en anglais. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris, à aller voir simplement la transcription en anglais. Voilà. Et puis sur YouTube aussi, puisque ce podcast est aussi retranscrit sur YouTube, on a la possibilité de mettre les sous-titres, ce qui est aussi beaucoup plus facile. Et puis, dans tous les cas, si vous voulez travailler avec Valérie, tout se fera en anglais, ce qui sera beaucoup plus simple aussi. exactement. C'est la bonne nouvelle, c'est que ce sera en anglais. Exactement. Merci beaucoup Valérie et très bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir.